Le code électoral révisé, le système partisan et politique renforcé, ne dit-on pas qu'une loi est l'expression d'une volonté politique du moment? Et Patrice Talon, qui jouant sa survie politique, reprend de fort belle la main et semble rester seul maître à bord. La loi portant modification du code électoral au Bénin a été, mesdames, messieurs, promulguée et la classe politique devra s'aligner pour aller au-delà de cette promulgation et évoquer les implications immédiates pour le système politique béninois. L'expert électoral Clotaire Olydé est mon invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je m'adresse. Depuis le temps, hein? Oui, c'est vrai que pour des raisons professionnelles, je me suis mis un peu en retrait des médias, mais je pense que je vais faire mon combat progressif. En tout cas, quelqu'un a dit au Bénin que le consensus né de la conférence n'a pas permis le développement du pays. C'est un gros aveu de ce que le code électoral voté n'est pas inclusif. Quelle est donc, Clotaire Olydé, la pertinence réelle d'opter pour des modifications qui ne reçoivent pas l'assentiment d'une partie de la classe politique et même de plusieurs autres factions de la société, bien qu'elles entraînent, comme vous le dites tous, la consolidation du système politique au Bénin? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment sur le portail Bénin Monde. Merci. Et maintenant, pour en revenir à la question du code électoral qui a fait débat pendant un bon moment et qui, curieusement, continue de faire polémique après la promulgation de cette la loi. Oui. Je voudrais dire que, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit tout à l'heure dans votre introduction, une loi est l'expression de la volonté politique du moment. C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr, oui. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Parce que, voyez-vous, à un moment donné de la vie d'une société, il y a une vision qui est mise en œuvre par ceux qui sont majoritaires et qui gouvernent le pays. Alors, et cette volonté, cette vision-là est exprimée dans une loi. Une loi peut avoir l'assentiment de tout le monde, comme elle peut ne pas rencontrer l'assentiment de tout le monde. L'essentiel, c'est qu'elle soit l'émanation de la volonté de la majorité. Quand vous faites la différence entre la Constitution, qui est ce socle sur lequel repose toute la société, vous verrez qu'à ce niveau-là, il y a une majorité qualifiée qui est exigée pour la retoucher. Parce qu'on estime qu'il faut forcément un large consensus pour définir le socle même sur lequel est assise la société. Mais par contre, pour ce qui est de la loi, il n'est requis que la majorité. Et si on peut avoir le consensus, c'est tant mieux. Mais à défaut du consensus, la majorité suffit. Parce que c'est justement la majorité qui, à ce moment-là, fait passer la vision qu'elle a pour la société. Quand la majorité n'inclut pas les autres. Voilà. Ça, c'est ma première approche. La deuxième approche, c'est que la loi, toute loi, et je vais le dire au risque de choquer certains, toute loi est par essence exclusive. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous prenez une loi, qu'est-ce que la loi fait? Soit elle autorise quelque chose, soit elle interdit quelque chose, soit alors elle fixe les critères pour accomplir tel ou tel autre acte. Alors à partir du moment où vous fixez des critères, cela veut dire que ceux qui remplissent les critères sont pris en compte et ceux qui ne remplissent pas les critères sont exclus. Donc, c'est pour ça que je disais que par essence, une loi est exclusive. Une loi ne peut pas prendre en compte tout le monde parce qu'elle fixe un cadre. Et dans ce cadre-là, se retrouvent ceux qui remplissent les critères et ceux qui ne remplissent pas sont out. Maintenant, il s'agit de voir dans quelle proportion, un, on exclut, et deux, est-ce que cette exclusion entre griffes ne va pas en contradiction avec ce qui constitue le socle du vivre ensemble, c'est-à-dire la Constitution. Et c'est pour cela que justement, la constitutionnelle est là, pour s'assurer que la loi n'est pas contraire à la Constitution. Donc, au moment où le législateur, en tout cas la majorité des députés, exprime une volonté dans une loi, eh bien, quand bien même cette volonté-là exclurait certains, le législateur est donc convaincu que c'est cela qu'il faut pour la société à ce moment-là et que cela est conforme à la Constitution. Il peut se tromper en le pensant ainsi. Et c'est pour ça que la Cour constitutionnelle doit s'assurer que le législateur ne s'est pas trompé
et que la loi votée est bel et bien conforme à la À Constitution. quel moment la Cour Alors, constitutionnelle est exempte de toute suspicion dans les États comme les nôtres? vous ne verrez jamais nulle part une décision de la Cour constitutionnelle qui va satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Prenez toutes les cours constitutionnelles qui se sont succédées au Bénin depuis 1994, où la première cour a été instituée. Vous verrez que chaque fois que la cour a une décision, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est tout à fait normal. Parce que je le disais tantôt, lorsque vous votez une loi, certains sont d'accord, la majorité qui l'a votée, d'autres ne sont pas d'accord. Et chacun aurait voulu que ce soit ce que lui, il souhaite qui transparaisse dans la loi. Donc, à partir du moment où ce que je souhaite ne transparaît pas, vous comprenez que je ne peux pas être d'accord si la Cour constitutionnelle estime que ce qui a été mis dedans par mon adversaire est conforme à la Constitution. Fondamentalement, Donc, quelle est la pertinence de cette dans lecture? tous les cas, vous aurez toujours des gens pour trouver que la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas juste. Mais cela n'empêche pas la Cour de faire son travail qui consiste justement à s'assurer que tout ce qui est mis comme disposition dans la loi ne va pas en porte-à-faux avec la Constitution. Et ça, les dispositions de la Constitution sont là, elles sont claires. Mais, Monsieur Clotaire Olivier, fondamentalement, est-ce qu'on avait besoin de relire ce code et de cette façon? Vous savez, encore une fois, la loi et le code électoral est une loi et l'expression de la volonté politique du peuple. N'oubliez pas d'où nous sommes partis. Nous sommes partis du fait que nous avons fait un certain nombre de constats par rapport au système politique et électoral du pays. J'en donne juste quelques deux ou trois. Le premier, c'est que nous avons depuis 1990 une floraison de partis politiques qui ne permet pas véritablement d'animer un débat politique clair. Et en 2018, lorsque le débat sur la révision de la Constitution et du code électoral a démarré, tout le monde était d'accord que les 254 partis que nous avions au Bénin ne nous permettaient pas d'avancer. Donc, il fallait trouver des modalités de resserrer le paysage politique. Première chose. Deuxième constat, c'est que tout le monde sait que depuis que nous avons démarré l'espérance du renouveau démocratique, aucun président de la République du Bénin n'a été élu par un parti politique. Donc, on est issu d'un parti politique. Un parti politique, Nous oui. avons toujours eu des présidents qui sont venus, excusez-moi le terme, de nulle part et qui ont été portés par des personnalités et des groupes politiques pour arriver au pouvoir. Ce qui fait que lorsqu'il arrive, il n'y a pas de, on ne connaît pas la vision de la société qu'il met en œuvre. Il n'y a pas un parti politique avec une vision claire, connue de tous, qui l'a porté. Et c'est cette question-là qu'il fallait la répondre. Je vous fais grâce de tous les autres constats. Alors, c'est partant de tout cela que les réformes du système électoral, du système partisan sont intervenues. Et à l'époque, je disais déjà que, tel que les choses se passaient, on ne pouvait pas tout finir d'un coup. Il fallait y aller progressivement. Et cela n'a pas raté. Les premières lois de 2019, la loi portant révision du code électoral, de la Constitution plutôt, et la loi portant charte des partis politiques, et la loi portant code électoral, vous verrez que toutes ces lois-là avaient principalement pour but, dans un premier temps, de resserrer le nombre de partis politiques pour qu'on ait des partis politiques forts et à envergure nationale. Et en même temps, d'apporter un financement public aux partis politiques. Mais ces lois-là n'ont pas permis de régler la question de l'élection d'un président de la République issu d'un parti politique. Donc cela restait à régler. La question de la transhumance politique restait à régler. Donc, il était évident qu'à un moment ou à un autre, il fallait évoluer. Réviser encore les textes qui avaient été votés en 2019 pour prendre en compte ces aspects-là. Et à quel moment cela allait intervenir, cela ne dépendait que de la volonté du législateur, justement. Et si le législateur a choisi ce moment-ci pour le faire, pour moi, cela ne pose aucun problème. Il aurait pu le faire maintenant ou le faire plus tard. L'essentiel, c'est que nous allions progressivement à assainir le paysage politique du Bénin et à remettre l'action politique dans les mains des partis politiques, à remettre les partis politiques au cœur de l'action politique telle que l'a prévu la Constitution. Il suffit de lire la Constitution, je crois l'article 3 qui dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc maintenant ou après,
pour moi, cela ne fait pas une bien grande différence. Des modifications qui ont été abordées, qui ont été apportées, aujourd'hui, quelle conclusion peut-on tirer, Monsieur Clotaire Olidé? Bon, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que les modifications apportées, justement, permettent d'évoluer par rapport aux différents points que j'ai cités tantôt. Oui. Lorsque vous prenez, par exemple, la question du parrainage, Oui. vous verrez qu'elle a été revue. Lorsque vous prenez la question du seuil de représentativité pour espérer lever des sièges à l'Assemblée nationale, vous verrez que cette question-là également a été revue. Vous voyez, ces deux paramètres-là, par exemple, figuraient déjà dans l'ancien code, mais ne permettaient pas encore d'affiner les résultats souhaités dans la vision du renforcement des partis politiques. Et donc, c'est pour finaliser ces choses-là, justement. Et justement, sur la question du parrainage, est-ce qu'on pourrait mieux expliquer, et en tant qu'expert électoral, pourriez-vous nous ressortir aujourd'hui les implications qui doivent être issues des modifications apportées ou du renforcement de ce qui a été fait? Très bien. Lorsque vous prenez les innovations qui ont été apportées au système de parrainage, oui, vous verrez qu'il y a eu essentiellement deux évolutions. La première est relative au nombre de personnes, au nombre de parrains qu'il faut pour pouvoir être candidat et à leur couverture nationale. Et la deuxième est relative justement au fait que le parrainage est désormais lié à l'appartenance au parti politique. Bien sûr, oui. Alors, quand je prends le premier aspect, le code de 2019 avait prévu que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir le parrainage d'au moins 10% du collège des députés et des maires. Et le code actuel a porté ce taux-là à 15%. Et a précisé que ces 15%-là doivent être recherchés dans 3/5 des circonscriptions électorales. Cela signifie quoi? Que désormais, pour pouvoir être candidat à une élection présidentielle au Bénin, il faut justifier du parrainage d'au moins 28 élus, c'est-à-dire députés et maires, répartis sur au moins 15 des 24 circonscriptions électorales du Bénin. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les candidats doivent avoir une plus large adhésion du peuple à leur candidature. Je suis de ceux qui ont toujours dit que le fait de faire le filtrage des candidatures à travers le simple cautionnement, à travers l'argent, ne nous permettait pas d'avoir des candidatures véritablement de qualité. L'argent ne peut pas être un critère ou le seul critère de sélection. Et donc, en amenant le parrainage, c'était un grand pas en 2019. Et je proposais déjà qu'on aille progressivement vers la mise de côté du cautionnement pour plutôt renforcer le parrainage. Et c'est ce que le code électoral actuel fait en disant que désormais, le cautionnement qui était de 50 millions par candidat revient à 25 millions et le parrainage passe plutôt à 15% des élus répartis sur 3/5 des circonscriptions électorales. En fait, c'est pour renforcer la crédibilité et la qualité de ceux qui vont être parrainés. Le deuxième aspect du parrainage, c'est que désormais, vous ne pouvez pas parrainer, quand bien même vous êtes maire ou député, vous ne pouvez pas parrainer un candidat qui n'est pas de votre parti politique ou qui n'est pas désigné par votre parti politique. Et d'ailleurs, par rapport à ce point, vous l'aviez déjà souhaité depuis les premières... Bien sûr, déjà en 2020, je disais déjà pour une émission en octobre 2020, qu'il faut que nous évoluions vers le parrainage sous la tutelle des partis politiques. Parce qu'en vérité, de quoi il s'agit? Un élu appartient à un parti politique. Lequel parti politique a une vision, a une idéologie qu'elle professe. Alors, donc, le parti politique est au-dessus de la personne, est au-dessus de l'élu. Alors, comment se fait-il qu'on peut permettre à un élu d'un parti qui a une vision, qui a une idéologie, de parrainer qui il veut, comme il veut, quitte justement à aller permettre à quelqu'un qui professe une idéologie contraire à celle de son parti politique d'être candidat, peut-être de remporter les élections? Ça paraît anachronique. Mais Monsieur Clotaire Olidé, lorsqu'on se réfère à la notion d'accord de gouvernance et de ci ou de ça introduite, enfin via les modifications, dites-moi, mais si je fais en tant que parti X avec idéologie X, je fais un accord de gouvernance avec
le parti Y qui a une idéologie contraire à la mienne, mais est-ce que finalement ce n'est pas ce que vous voulez éviter qui se reproduit? Mais justement, lorsque le code parle d'accord de gouvernance, Oui. le code n'a jamais dit que les partis qui vont signer des accords de gouvernance vont être des partis qui professent des idées contraires. Non, justement. Mais le code n'a pas précisé non plus qu'il faut que ce soit des partis qui professent des idéaux concordants. Exactement. Et c'est pour cela qu'il est de la responsabilité des partis politiques, en se mettant ensemble, en signant des accords de gouvernance, de clarifier justement ce qui les réunit. Parce que ce qui vous réunit, c'est deux choses. Vous savez, en matière de politique, il y a l'idéologie, il y a le positionnement. Vous pouvez professer la même idéologie. Et là, lorsque vous avez un accord de gouvernance, ça se base sur votre idéologie commune. Vous pouvez ne pas professer exactement la même idéologie, mais avoir le même positionnement sur l'échiquier politique. Je veux parler de mouvance et opposition. Donc, lorsque c'est ce positionnement politique qui vous réunit, ça peut constituer également un socle pour... Est-ce que ça ne fait pas partie des insuffisances de la nouvelle loi modifiée? Parce que si on ne précise pas et que on sait les politiciens opportunistes comme ils sont, on ne s'étonnerait pas demain de voir un parti de la mouvance et un parti de l'opposition signer des accords de gouvernance. C'est pour ça que, encore une fois, je dis, pour moi, la réforme du système politique électoral est un mouvement progressif. Je continue de croire que même là, tout n'est pas encore abouti. Okay. Pourquoi? Parce qu'en vérité, même avec la Constitution de 1990, les partis pouvaient déjà commencer par se mettre ensemble. On n'avait pas besoin de tout écrire dans une loi pour que les partis se mettent ensemble. Parce qu'aucune loi, la Constitution n'a jamais dit qu'on doit avoir 200, 300 partis politiques. La Constitution a prévu le multipartisme. Mais le multipartisme ne signifie pas forcément 20, 50, 100 partis. Déjà 2, 3 partis, c'est déjà le multipartisme. Donc, les partis, sans qu'on ait écrit ça, auraient déjà pu le faire. Mais on a constaté qu'ils ne l'ont pas fait. Au contraire, les choses se sont empirées. Et aujourd'hui, on est obligé d'avoir recours à une loi pour les obliger à resserrer le rang. Cette fois-ci, la notion d'accord de gouvernance, si les partis sont, je ne vais pas dire sérieux, ce serait les insulter, ils devraient comprendre, même si ce n'est pas... C'est le terme qu'il faut utiliser. Ils devraient comprendre, même si ce n'est pas écrit, que ces accords de gouvernance-là n'ouvrent pas la porte à des mises en commun contre nature. Non, il faut forcément que ça soit associé sur quelque chose d'objectif. Alors, si ce n'est pas écrit et qu'ils se permettent de commencer à poser des actes contre nature, peut-être que la prochaine étape sera alors d'être obligé de l'écrire. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas obligé de tout écrire dans une loi. Le reste relève du bon sens également de ceux qui mettent en œuvre. Mais si, malheureusement, ils ne font pas preuve de ce bon sens-là, ne soyez pas surpris qu'une loi intervienne encore pour recadrer les choses. Donc, le resserrement se fait de façon progressive et j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller encore à révision avant que les partis comprennent que ces ouvertures-là leur permettent non pas de créer encore des situations contre nature, mais leur donnent une certaine latitude pour pouvoir aller progressivement vers la mise ensemble de grands ensembles lisibles et visibles. Alors, toujours sur la question du parrainage. Au Bénin, plusieurs acteurs politiques ont demandé que le parrainage soit levé parce qu'ils estiment que c'était en griffe de l'exclusion. Et moi, aujourd'hui, je me dis, à part le Bénin, il y a le Sénégal qui fait l'expérience du parrainage. Et derrière, je me dis, quand je regarde le Sénégal, je me dis, la masse électorale là-bas, elle est plus forte. Pourquoi le Bénin est obligé de tenir coûte que coûte au système de parrainage alors que on n'a pas les mêmes nombres et du coup, ça peut être compliqué. Je reviens à votre phrase introductive. La loi est l'expression d'une volonté politique du moment. Deuxième chose, une loi vise à mettre en œuvre une vision. C'est-à-dire qu'on prend une loi pour opérationnaliser une vision des choses et dans un contexte donné. C'est pour vous dire quoi? Que ce qui est valable au Sénégal n'est pas forcément valable au Bénin ou ailleurs. Ce qui est sûr et qui est commun à tous ces pays que vous avez cités, parce que non seulement le Sénégal, la Côte d'Ivoire aussi, il y a le parrainage. En France, il y a le parrainage, ainsi de suite. Mais c'est différents types de parrainage.
Donc, ce qui est constant, c'est que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le parrainage, le principe du parrainage constitue un des filtres les plus objectifs pour la désignation des candidats à une élection présidentielle. Objectif, hein? Absolument, pour la désignation des candidats à une élection présidentielle. Maintenant, sous quelle forme est-ce qu'on le met en œuvre? Ça dépend de chaque pays suivant le contexte. Ça dépend de la vision de l'homme du moment. Exactement. Dans certains pays comme le Sénégal, vous trouverez le parrainage d'élus et le parrainage citoyen. Oui. Dans d'autres, c'est uniquement des parrainages d'élus. Ailleurs, c'est uniquement des parrainages citoyens. Donc, tout dépend de l'objectif et du but recherché. Au Bénin, en ce moment précis, l'option qui a été faite, c'est celle du parrainage des élus. C'est pour régler un problème. C'est pour mettre en œuvre une vision. Demain, ça peut évoluer. On peut aller vers le parrainage d'élus ou vers un parrainage mixte. Ça dépendra peut-être du problème qu'on aura voulu, qu'on voudra régler à ce moment-là, en estimant que avec ce qui est fait actuellement, il y a une évolution déjà qui permet d'aller vers un autre mode. Donc, tout dépend, encore une fois, de la volonté politique du moment. Et encore une fois, c'est la majorité du moment qui, malheureusement, impose sa vision, quitte à ce que, dans quelques années, après évaluation, qu'une autre majorité se mette en place et estime que l'expérience qu'on a vécue n'est pas concluante, il faut passer à autre chose. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il serait dangereux, il ne serait pas objectif de chercher à éliminer le parrainage. Non. Il faut peut-être voir progressivement. Ou voir la forme. Et voir la forme qu'il faut lui donner pour que nous puissions atteindre le résultat. Vous évoquez tantôt le relèvement le seuil de représentativité qui est cité par les acteurs politiques opposés au régime de Patrice Talon comme un critère d'exclusion. On en parle? Mais bien entendu, le seuil de représentativité, là également, n'est pas l'apanage du Bénin. Il existe dans plusieurs pays. Il existait même déjà au Bénin dans les anciennes lois. Mais personne n'y faisait vraiment attention. Ah oui? Oui, personne n'y faisait vraiment attention. Et c'était surtout dans le cadre des élections communales que les lois d'avant 2019 prévoyaient déjà que lorsque vous n'avez pas au moins 10% des voix, vous n'êtes pas éligible au partage des sièges absolument, ça existait déjà dans les anciennes lois, mais personne n'y faisait vraiment attention. Donc, en 2019, le législateur l'a amené maintenant au niveau national et a dit que pour espérer lever des sièges dans une circonscription, il faut que le parti politique ait obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. C'est simplement, encore une fois, pour s'assurer de la représentativité des partis politiques et de leur capacité à couvrir l'ensemble du territoire. Il ne sert à rien de créer des clubs électoraux pour des villages, pour des arrondissements, pour des communes ou des départements et dire qu'on a un parti politique. Un parti politique porte une vision, et une vision pour toute la société. Ce n'est pas une vision pour une commune, ce n'est pas une vision pour un département. Donc, il faut arriver à avoir des partis politiques qui ont une envergure nationale. Et c'est pour cela qu'on estime que, même sans avoir une envergure nationale, vous pouvez exister comme parti politique. Donc, ce n'est pas un critère de création de parti politique. Vous pouvez exprimer vos opinions, vous pouvez avoir une vision, ainsi de suite. Mais pour espérer siéger dans des assemblées qui prennent des décisions qui engagent toute une nation, on vous demande d'avoir un minimum de représentativité au plan national. Parce que les lois que vous allez voter vont être applicables au nord, au sud, au centre, partout. Partout, oui. Mais si votre existence n'a de sens que dans un département et que vous fondant sur ça, vous allez voter des lois, vous comprenez que des députés aillent s'asseoir à l'Assemblée pour dire « Moi, mes populations dans ma circonscription veulent telle chose. » Et c'est ça que ce député-là s'accroche. Et quand il a eu ça pour sa circonscription, toutes les autres circonscriptions, il n'en a rien à faire. Parce que justement, son parti n'a pas d'existence ailleurs. Donc, pour espérer aller vous asseoir dans des assemblées où on décide pour toute la nation, il faut que vous ayez un minimum de représentativité. Et c'est pour ça qu'en 2019, on a fixé le seuil à 10% au plan national. Mais est-ce que vous avez constaté que, malgré cela, il y a eu plusieurs partis qui veulent toujours aller compétir, avoir des élus. Et à la fin, on a des partis qui ont 1%, qui ont 2%, ainsi de suite. Donc, pour faire encore un pas en avant, le législateur a décidé d'aller plus loin en disant que maintenant, le seuil de représentativité, pour espérer lever des sièges, c'est qu'il faut avoir au moins 20% des suffrages exprimés par circonscription électorale. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, parti,
qui n'avait pas encore une envergure nationale, qui n'est pas présent jusqu'à un certain niveau dans toutes les circonscriptions électorales, allez travailler à vous implanter. S'il faut que vous absorbiez d'autres petits partis qui ont des ancrages locaux, mais allez les absorber pour vous permettre d'avoir 20%. Parce que si on dit 20%, au moins dans une circonscription électorale, ça veut dire que dans cette circonscription électorale-là, au moins 5 partis peuvent émerger. Parce que pour avoir 100%, il faut avoir 20% fois 5. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est possible. Mais pour y arriver, ça oblige les partis politiques, justement, soit à travailler, à être forts et à être présents dans toutes les circonscriptions électorales par eux-mêmes, soit à absorber d'autres qui ont une existence forte dans certaines circonscriptions électorales pour arriver à ces 20%-là. Mais lorsqu'on absorbe, oui, maintenant, allez-y. Puisque le législateur lui-même est conscient que, en l'état actuel des choses, ce n'est pas forcément évident qu'un parti politique soit présent à 20% au moins dans toutes les circonscriptions électorales, il y a eu une ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est justement encore les accords de gouvernance, les accords de législature. Qui permettent quoi? Qui disent, au cas où vous avez un accord de gouvernance de législature avec un autre parti politique et que ce parti politique-là a au moins 10% au plan national et que vous aussi, vous avez au moins 10% au plan national, eh bien, on peut maintenant vous permettre à vous deux de vous mettre ensemble pour décompter vos voix dans les circonscriptions électorales pour avoir les 20%. Mais les accords de gouvernance viennent avant déjà les élections. Justement. Donc, il faut conclure l'accord avant, justement. Parce que si vous ne concluez pas l'accord avant, ça veut dire que vous estimez qu'à vous seul, vous êtes capable d'avoir ce qu'il faut. Vous êtes un parti assez fort pour exister et avoir ce qu'il faut. Mais si on vous permet de faire l'accord après, ça veut dire que nous allons vers des alliances. En vérité, ça fait des alliances déguisées. Et à ce moment-là, on revient sur ce qu'on a rejeté, c'est-à-dire la possibilité d'existence de partis qui n'ont pas d'envergure, qui n'ont pas d'ancrage au niveau de tout le pays. Donc, il faut avoir conclu l'accord avant. Et non seulement vous avez conclu l'accord avant, mais c'est que vous avez conclu l'accord avec des partis, d'autres partis qui sont capables d'avoir au moins 10%. En fait, c'est ça. C'est le véritable enjeu. Justement. Parce que si vous allez conclure un accord de gouvernance avec un parti qui n'est pas capable d'avoir au moins 10%, il ne vous sera d'aucune utilité après pour avoir les 20% par circonscription électorale. Donc, les partis intelligents, ça dit que ce code-là demande aux partis d'être stratèges et de faire preuve d'intelligence. Parce que l'objectif, il est clair, c'est d'aller vers des partis forts. Et pour y aller, c'est à vous de voir, au regard de votre force actuelle, et des forces de vos partenaires potentiels, quels sont les choix stratégiques que vous faites. Mais quand on est petit, bien souvent, quand on est choix stratégiques, les petits ils ont aussi des possibilités. Je vais vous expliquer. Oui, allons-y. Ok. Vous avez 2 possibilités. Ok. Ou dans le schéma actuel, disons 3. Ok. La première possibilité, c'est quoi? C'est que vous êtes un parti suffisamment fort pour, par vous-même, lever au moins 20% dans toutes les circonscriptions électorales. C'est bon, vous pouvez y aller. Et vous allez exister longtemps. Et c'est ce qu'on recherche en fait. C'est le but recherché, avoir des partis forts. Deuxième possibilité, c'est que vous n'êtes pas assez fort tout seul pour avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Oui. Mais vous avez un parti proche par l'idéologie ou par le positionnement qui est capable aussi à lui seul d'avoir au moins 10% des suffrages au plan national. Oui. Ces 10%-là peuvent être concentrés dans une seule circonscription, ou dans 2 ou dans 3. Mais il peut arriver à avoir 10%. Un parti comme ça, vous pouvez aller en accord de gouvernance avec. De sorte que là où vous êtes fort, ils vous viennent en appui. Et là où lui il est fort et que vous êtes faible, il vous renforce. Et chacun y gagne. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Oui. Vous n'êtes pas assez fort par vous-même. Et vous n'avez pas un parti proche. Suffisamment fort Pour avoir les 10%. Mais vous entendez disparaître, vous fusionnez pour devenir un. Et là, les zones dans lesquelles, puisqu'il s'appelle quand même parti, ça veut dire qu'il existe quelque part, même si c'est dans un arrondissement, dans une commune. Oui. Les zones dans lesquelles il est présent, il va vous aider à avoir les 20% là. Parce que désormais, vous êtes fusionnés, vous êtes ensemble. Parce que le vrai problème qu'on a au Bénin, c'est que tout le monde veut être chef de quelque chose.
tout le monde veut être chef de quelque chose. Mais parce que Et quand tout vous le n'êtes monde veut pas, aller quand vous n'êtes pas s'asseoir. chef de quelque chose, vous subissez le dictat des plus forts, en Et fait. justement, quand vous voulez, quand vous avez quelque chose à vendre, allez vous mettre en compétition avec d'autres. Pourquoi si vous n'êtes pas assez fort pour exister seul, vous ne pouvez pas vous mettre avec plus fort que vous et accepter votre position et prendre ce que vous pouvez prendre à côté du fort en attendant de devenir fort. On a vu comment ça s'est passé quand les plus petits ont rejoint les plus forts. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Même en termes de leadership au plan national, on ne les voit Et plus. c'est pour ça que je vous dis, lorsque votre leadership se limite à une circonscription électorale, fusionnez avec quelqu'un qui a un leadership plus grand et contentez-vous pour le moment de ce que vous pouvez en gagner au niveau de votre circonscription. Au risque de ne plus exister du tout. Au risque de ne plus exister en tant que parti. Mais vous existez en tant que leader au moins. Vous existez en tant qu'élu. En fait, tout ce qu'on ne comprend pas, tout homme politique n'est pas appelé à être forcément un élu. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes homme politique que vous devez forcément être élu. L'homme politique est là d'abord pour défendre et vendre une idéologie. Et si à un moment donné de l'histoire, la société n'a pas encore adhéré à votre idéologie, vous n'êtes pas encore prêt à être un élu. Continuez à défendre votre point de vue. Même si c'est à côté ou à l'intérieur d'un parti politique fort qui partage le même point de vue. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que celui-là, qui avait un parti de circonscription, Oui. qui a fusionné dans un autre parti et qui désormais évolue au sein de ce parti-là, n'est pas appelé un jour à devenir le président de ce grand parti-là et à prendre les devants des choses. C'est que nous n'acceptons pas de nous mettre en concurrence et de vendre nos potentialités. On veut exister et être président de quelque chose, même si cette chose-là n'est pas viable. Et c'est ça que nous traînons depuis 90 en vérité. Et c'est ça qu'on est appelé à corriger. Mais pourquoi voulez-vous qu'on veuille corriger quelque chose et qu'on refuse de faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour obtenir les résultats qu'on recherche. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, ceux qui ne sont pas encore assez forts pour y arriver, ils seront évidemment pas contents que la réforme existe. Mais, qu'à cela ne tienne, on ne peut pas s'en tenir à ça pour ne pas avancer. Alors, Clotaire Ollier, je crois que nous égrenons les dernières minutes de notre entretien. Est-ce que dans ce code électoral qui a été modifié, vous voulez relever d'autres vertus ou d'autres aspects intéressants des modifications apportées? Oui, effectivement, il faut souligner qu'il y a, au-delà de ces principaux points-là de réforme, que sont le parrainage et le seuil de représentativité, oui. Il y a un certain nombre d'aspects également que le code permet de corriger avec la nouvelle révision. Je prends par exemple la question des délais. Oui, des délais, oui. Qui sont revus dans le code relu. Je parle par exemple des délais de dépôt de candidature qui posaient des problèmes et qui avaient même amené la Cour constitutionnelle à rendre sa décision pour rétablir l'égalité de parrainage entre les maires et les Bien sûr, oui. Alors, donc, ce nouveau code a été même beaucoup plus loin en fixant désormais, en revoyant les délais dans lesquels les candidatures doivent être déposées. Et vous verrez que désormais, les candidats à une élection présidentielle sont tenus de déposer leur dossier de candidature au moins 6 mois avant le premier tour du scrutin, 180 jours. Est-ce que c'est pas exagéré? Pas du tout, parce que justement, ça donne le temps à l'institution qui doit analyser les candidatures de faire tout le travail préalable. Ça donne le temps aux candidats également de prendre toutes les dispositions, sinon aux partis politiques, de prendre toutes les dispositions pour que non seulement les candidats soient connus bien longtemps à l'avance, mais qu'ils aient le temps de partager également avec la population leur projet. Donc c'est très important. Et ça règle en même temps le problème qui a été posé et qui a amené à la décision de la Cour constitutionnelle de rétablir l'égalité, c'est que maintenant au moins on est fixé sur le fait que ce sont les députés et les maires de la mandature finissante qui parrainent la mandature à venir. Donc, c'est une très bonne idée que de régler cette question-là définitivement. Pour ce qui est des élus communaux, c'est 75 jours avant, et pour ce qui est des députés, c'est 60 jours avant. Donc, ce code-là a permis de régler ces questions-là. De la même façon, les délais d'affichage, de remise de la liste électorale à la Sénat par la LIB, tout cela a été également revu. Et il est désormais également permis à la Sénat de revoir un peu le découpage des coordinations d'arrondissement qui gèrent les élections. Parce que quand vous prenez un arrondissement comme Godomé, il est tellement vaste qu'un seul coordonnateur d'arrondissement avait du mal
à gérer tout cet espace-là. La loi permet désormais, le nouveau code permet que, compte tenu de la taille de l'arrondissement, ou à partir du moment où on a plus de 100 bureaux dans un arrondissement, la Sénat puisse subdiviser cet arrondissement en plusieurs zones qui vont être coordonnées également par un coordinateur. Donc, c'est autant de choses qui ont été réglées par le nouveau code. Il y a également la fameuse question des conseillers locaux et des chefs de village. Qu'on aborde très peu. Et que le code électoral est venu régler d'une manière ou d'une autre, en disant que désormais, c'est le parti politique qui a eu la majorité dans un village ou un quartier qui désigne le chef de ce village, de ce quartier-là. Et déjà, en disposition transitoire, c'est que déjà, après la promulgation de la loi, les chefs de village et chefs de quartier vont être désignés sur la base des résultats de 2020, en attendant qu'à partir de 2026, tout soit remis en ordre. Donc, voilà autant de questions qui étaient en suspens également, qui avaient besoin d'être réglées, que la révision du code a permis de régler en même temps que les grandes options dont j'ai parlé. Je rappelle que vous êtes expert électoral. Les acteurs de l'opposition menacent, sinon clament, voilà, que le code électoral devra être relu avant qu'on ne fasse les élections de 2026. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'on relise aujourd'hui ce code électoral, Monsieur Clotaire Olide? Si cela arrivait avant 2026, personnellement, je dirais que nos députés ne sont pas sérieux. Carrément. Aussi simple que ça. Parce que, encore une fois, la loi, je le dirai autant de fois qu'il le faut, la loi est l'expression d'une volonté politique du moment. Et aujourd'hui, entre aujourd'hui et 2026, la majorité à l'Assemblée qui a eu une vision, qui l'a transcrite dans une loi, n'aura pas changé pour qu'on revienne encore dire qu'on va la relire. Et moi, je vous dis encore, je dis une chose. Après la décision de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré la loi conforme à la Constitution, tout le monde devrait se taire. Vous aussi, vous devez vous taire alors? Bien entendu. Et c'est pour ça que je trouve que si on devait encore revoir cette loi-là, ça veut dire qu'on manque de sérieux. Parce qu'on n'a pas voté, on a voté une loi. L'instance habilitée l'a trouvée conforme à la Constitution. L'instance habilitée l'a promulguée, et bien la loi s'applique. Allons l'appliquer, allons la vivre sur le terrain. Et s'il y a des insuffisances, on constatera. Et c'est faux. On revient. Mais après une première une expérimentation. La reprendre tout de suite avant toute expérimentation, ça relèverait de la pagaille. Et je ne suis pas prêt. Je dis tout le monde devrait se taire. Donc tous ceux qui continuent de s'agiter, que ce soit de l'opposition ou de la société civile, ils ont un autre objectif. Puisque on ne peut pas dire qu'une loi qui a subi toutes les procédures normales pour son entrée en vigueur ne va pas être appliquée. Ce n'est pas légaliste, on ne peut pas le dire, c'est pas sérieux. Je comprends que pendant que les procédures étaient en cours, ceux qui n'étaient pas d'accord donnent leur point de vue pour que ça soit revu autrement. Mais à partir du moment où le processus est allé à son terme, la majorité qui doit voter, qui doit porter la vision du moment, l'a fait, l'a mis dans une loi, et que la Cour a estimé que c'est pas contraire à la Constitution. Et se basant sur ça, le chef de l'État promulgué, la loi entre en vigueur, elle s'impose à tous. La majorité l'a emporté, la minorité se plie et travaille à devenir majorité demain, quitte à revoir au besoin les clauses qu'elle estime ne pas entrer dans sa vision. Mais pour l'instant, c'est la vision de la majorité qui s'impose. Ils devront faire avec et laisser tomber tout le reste et aller travailler sur le terrain. Merci Clotaire Olide. Je rappelle que vous êtes expert électoral. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.